Vous avez vu comment les Maliens ont testé Barrick Gold? Ils ont utilisé une méthode très simple. Ils ont commencé par exiger l'augmentation de leur part de bénéfices. Ils ont dit, voilà, donnez-nous 500 millions de dollars de plus. Barrick Gold a mis la main à la poche et a donné. C'est là où le Mali a dit, ah bon? Donc, en fait, notre or profite à cette entreprise à ce point-là, au point qu'ils payent 500 millions de dollars sans tousser. Ça veut dire, en fait, qu'eux, ils gagnent des milliards de dollars dans notre dos. Bon, allez nous étudier toute la filière d'or. Mais quand le président Goïta a fait étudier la filière internationale d'or et qu'il a vu les bénéfices que Barrick Gold faisait sur l'or du Mali, il pleura. Il a pleuré. Quand on lui a expliqué tous les détails de la filière d'or, le patriote révolutionnaire panafricaniste Assimi Goïta a coulé une larme. Oui! Parce que si on t'explique les bénéfices que les gens là font sur nos matières premières, tu perds l'appétit. Tu n'as même plus envie de manger. Tellement tu es dégoûté de la lâcheté de nos aînés. Tu es dégoûté de la lâcheté de ceux qui ont dirigé nos pays. Tu es dégoûté de l'indignité de ceux qui ont signé ces contrats. Tu as honte à ce moment-là d'être africain. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment ai-je pu naître dans le même pays que les gens qui ont signé ce contrat-là? Prenez un pays comme le Niger. Les gens se sont levés, ils ont signé un contrat que l'exploitation de l'uranium est à la disposition de la France sur 65 ans. Des êtres humains ont signé ça. Ils exportent tout ce dont les autres continents ont besoin pour produire des produits finis qui leur sont revendus 20 fois, 30 fois, 100 fois plus cher. Et comme ils ne peuvent pas acheter les produits finis qu'on fait avec leurs propres matières premières, ils sont obligés d'accepter des crédits pourris de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, les crédits pourris du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Bruxelles, etc., qui les maintiennent dans une dépendance telle que, finalement, ils sont dans un cercle vicieux. Ils doivent toujours donner des plus grandes quantités de matières premières non transformées pour payer leurs dettes. Et comme les matières premières voient les prix déterminés, non pas en Afrique, mais en Europe, et en Amérique et en Asie, les escrocs, capitalistes internationaux, ont tranquillement la possibilité de faire baisser les prix des matières premières pour augmenter le coût des crédits et par là maintenir les Africains dans une pauvreté absolument volontaire. C'est cette politique que le Mali a engagée. Toutes les entreprises qui exploitent les matières premières au Mali, le Mali a engagé la renégociation des accords pour augmenter la part qui revient à l'État malien, c'est-à-dire au peuple malien. Premier point. Deuxièmement, toutes les entreprises qui utilisent des technologies que les Maliens maîtrisent. Le Mali a entrepris de redistribuer ces entreprises à des capitaux maliens. Et quand il n'y a pas de capitaux privés maliens, l'État malien redevient propriétaire. C'est ce qu'on appelle les nationalisations. Troisième élément important, partout où le Mali se rend compte qu'il est d'ores et déjà, en effet, capable de produire sur place des produits finis d'excellente qualité, il récupère toute la filière et il produit les produits finis d'excellente qualité sur place, ce qui lui permet désormais d'exporter ces produits finis et d'avoir la plus grande plus-value possible. Aujourd'hui, par exemple, le Mali est de plus en plus en capacité de produire le lingot d'or sous sa forme pure. C'est-à-dire que le Mali est aujourd'hui en capacité de produire ses réserves bancaires. Il est en mesure de constituer progressivement sa propre réserve d'or. Alors, quel intérêt le Mali aurait-il à laisser une entreprise comme Barrick Gold continuer à exploiter l'or, à fabriquer le lingot d'or malien, à aller le vendre d'abord à l'étranger, puis à revenir payer le Mali à un pourcentage très faible du prix réel de l'or vendu? Quel intérêt le Mali a-t-il à se faire spolier par Barrick Gold? Barrick Gold, cette société minière qui est actuellement en train de livrer un bras de fer au Mali avec le gouvernement malien, est actuellement sur les braises. Ça discute un peu de partout, on en parle dans toute la presse internationale de ce conflit entre ce géant de l'exploitation minière au niveau du Mali et aussi le gouvernement malien. Pour cause, le gouvernement malien voudrait bien nationaliser cette exploitation-là pour pouvoir tirer le plus de profit possible sur l'exploitation de son or, ce qui est très normal, ce qui est très sensé. Mais
Maintenant, la société canadienne, pour bien préciser, c'est une société canadienne, fait un peu de chantage avec le droit international, voulant un peu, entre guillemets comme ça, intimider le gouvernement malien. Et comme nous voyons là, le gouvernement malien n'est pas prêt à céder et a décidé tout simplement de poursuivre son action jusqu'au bout. Beaucoup d'experts sont en train de prédire d'ailleurs la chute de la cote ou bien de l'action de cette société-là en bourse, ce qui pourrait aussi influencer beaucoup d'autres facteurs. Mais c'est pas ça le plus important. Le fait que je partage cette vidéo avec vous, c'est de vous permettre aussi, tout comme moi, de comprendre ce qui se passe dans le background en ce qui concerne ces différentes exploitations de nos matières premières en Afrique. En réalité, le gouvernement malien veut tout simplement tirer le meilleur de cette exploitation-là et de pouvoir, à défaut, lui-même créer ou produire ces lingots d'or afin de pouvoir mener ça sur le marché international et de pouvoir tirer le top des profits pour sa population, ce qui n'est que normal. J'ai voulu partager ceci avec vous les amis, je vous souhaite tout simplement bon visionnage. À très bientôt. Le Mali récupère calmement son or. Voici plusieurs mois qu'il y a un duel qui se déroule au Mali et puis dans les prétoires du droit international entre la société sud-africaine et partiellement, je pense aussi canadienne, Barrick Gold, société d'exploitation de l'or, et l'État du Mali. L'État du Mali qui depuis 2021 a entamé, notamment à partir de 2022, une révolution de la souveraineté, une révolution pour aller vers son indépendance réelle, et non plus une indépendance sur papier jetable. L'expression « une glace chaude » est un oxymoron ou un oxymore, de la même façon que l'expression « le Mali pauvre ». Et il y a une contradiction entre Mali et pauvre. Parce que le Mali est l'un des pays les plus immenses et c'est l'un des pays les plus riches au monde. Donc, classer, rien que le fait de classer le Mali parmi les pays pauvres, c'est une contradiction dans les termes. Car dans le concept de Mali, que vous l'étudiez du point de vue historique, étymologique, ou que vous l'étudiez en évaluant concrètement le potentiel de la terre malienne, de la société malienne, il n'y a pas de place pour la pauvreté. La pauvreté est, par rapport au Mali, comme une glace est par rapport à la chaleur. Or, les pays africains qui ont été soumis à la triple barbarie négrière, coloniale, néocoloniale, et qui ont été maintenus dans des dictatures ou des régimes mous, vassaux et valets de l'impérialisme international, sont tous des pays qui remplissent cette condition, sont des pays oxymorisés. Ce sont des oxymorons de pays. Ils ont tout, mais leur population n'a rien. Ils exportent tout ce dont a besoin l'Occident, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique du Nord. Ils exportent tout ce dont les autres continents ont besoin pour produire des produits finis qui leur sont revendus 20 fois, 30 fois, 100 fois plus cher. Et comme ils ne peuvent pas acheter les produits finis qu'on fait avec leurs propres matières premières, ils sont obligés d'accepter des crédits pourris de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, les crédits pourris du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Bruxelles, etc., qui les maintiennent dans une dépendance telle que, finalement, ils sont dans un cercle vicieux. Ils doivent toujours donner des plus grandes quantités de matières premières non transformées pour payer leurs dettes. Et comme les matières premières voient les prix déterminés, non pas en Afrique, mais en Europe, et en Amérique et en Asie, les escrocs, capitalistes internationaux, ont tranquillement la possibilité de faire baisser les prix des matières premières pour augmenter le coût des crédits et par là maintenir les Africains dans une pauvreté absolument volontaire. Je reviens au Mali et je parle en même temps de toute l'Afrique. Il nous impose un modèle qui consiste à exporter ce que nous ne consommons pas et à consommer ce que nous ne produisons pas. Ce qui fait que tous nos pays, depuis pratiquement leur pseudo-indépendance des années 60, sont devenus dépendants de la dette. Et ils ont généré la dette pour nous obliger à payer en matières premières, à ne pas transformer nos matières premières chez nous, à les leur donner. Eux, ils font travailler leurs usines dans le Nord, en Europe, en Amérique. Ils font travailler leurs usines en Asie. Ils produisent des produits finis, ils reviennent nous les vendre.
Et comme nous n'avons pas, de leur point de vue, assez d'argent, ils nous en prêtent, ils nous prêtent leur argent. Et cet argent est une corde au cou, une véritable corde de pendaison qui nous conduit progressivement vers le surendettement nous obligeant de brader encore plus nos matières premières. C'est ce cercle vicieux que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont décidé de briser au Mali. Et pour briser ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais écoutez, il faut d'abord renégocier tous les contrats d'exploitation des matières premières avec les entreprises qui veulent rester travailler en Afrique, dans tous les domaines où des nationaux, où l'État a la capacité de procéder lui-même à l'exploitation de la matière première, eh bien, on indemnise les entreprises internationales et on leur demande de rentrer chez elles. On nationalise ou on confie à des particuliers nationaux qui ont le mérite, eh bien, de produire la richesse sur place et d'employer le maximum de personnes sur place. Troisième élément important, partout où on possède la technologie permettant de transformer sur place la matière première et de produire nous-mêmes le produit fini, mais on nationalise ces secteurs-là, on transforme nous-mêmes la matière première, on produit nous-mêmes le produit fini, ce qui nous permet de donner du travail à notre population et en même temps d'exporter des produits finis, c'est-à-dire d'augmenter le bénéfice de la vente de nos matières premières. C'est cette politique que le Mali a engagée. Toutes les entreprises qui exploitent les matières premières au Mali, le Mali a engagé la renégociation des accords pour augmenter la part qui revient à l'État malien, c'est-à-dire au peuple malien. Premier point. Deuxièmement, toutes les entreprises qui utilisent des technologies que les Maliens maîtrisent. Le Mali a entrepris eh bien, de redistribuer ces entreprises à des capitaux maliens. Et quand il n'y a pas de capitaux privés maliens, l'État malien redevient propriétaire. C'est ce qu'on appelle les nationalisations. Troisième élément important, partout où le Mali se rend compte qu'il est d'ores et déjà, en effet, capable de produire sur place des produits finis d'excellente qualité, il récupère toute la filière et il produit les produits finis d'excellente qualité sur place, ce qui lui permet désormais d'exporter ces produits finis et d'avoir la plus grande plus-value possible. Aujourd'hui, par exemple, le Mali est de plus en plus en capacité de produire eh bien, le lingot d'or sous sa forme pure. C'est-à-dire que le Mali est aujourd'hui en capacité de produire ses réserves bancaires. Il est en mesure de constituer progressivement sa propre réserve d'or. Alors, quel intérêt le Mali aurait-il à laisser une entreprise comme Barrick Gold continuer à exploiter l'or, à fabriquer le lingot d'or malien, à aller le vendre d'abord à l'étranger, puis à revenir payer le Mali à un pourcentage très faible du prix réel de l'or vendu? Quel intérêt le Mali a-t-il à se faire spolier par Barrick Gold? Le président Assimi Goïta et ses compagnons ont bien compris qu'il faut extraire l'or malien sur place, il faut autant que possible le transformer sur place, et il faut nous-mêmes, Maliens africains, vendre notre or sur le marché international. Ce qui nous permet de récupérer la plus-value que des particuliers occidentaux, asiatiques, etc., viennent récupérer sur nos richesses, laissant nos peuples dans la pauvreté dans laquelle ils les ont trouvés. C'est ce processus qui a été engagé au Mali. C'est le même processus qui est engagé au Burkina Faso. C'est le même processus qui est engagé au Niger. Par exemple, par rapport à la question de l'uranium. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de la réappropriation de toutes les filières de matières premières stratégiques hautement rentables sur le marché international. Oui, ça pose un vrai problème. Quel intérêt y a-t-il pour le Niger à laisser que Orano prenne le combustible eh bien, brut de l'uranium, l'amène pour le transformer, le préparer dans les usines françaises ou dans les usines, je ne sais pas, asiatiques ou dans les usines américaines? Quel intérêt si on peut le faire sur place au Niger? Si le Niger peut déjà mettre le yellow cake dans l'état où il est vendable à l'international au meilleur prix, pourquoi le Niger se permettrait de laisser cela à des capitaux étrangers? C'est une foutaise. Alors, quand le Mali a exprimé à Barrick Gold sa volonté d'augmenter la part légitime de l'État malien dans les richesses du Mali, le PDG de Barrick Gold s'est comporté comme un propriétaire frustré. Il s'est comporté comme s'il était le propriétaire de l'or du Mali et que l'État du Mali était le locataire. Il s'est mis à crier sur tous les toits et à menacer le Mali de coups et blessures dans les tribunaux internationaux. Mais il y a une chose que le propriétaire de Barrick Gold n'a pas notée. C'est que le droit international ne s'impose pas de la même façon à toutes les puissances. Selon qu'un pays est une puissance ou pas, il applique ou pas les décisions du droit international.
Est-ce qu'on peut juger un citoyen américain à la Cour pénale internationale? Non. Pourquoi? Parce que l'Amérique est une grande puissance. Et que pour arrêter un citoyen américain, il vous faut être capable d'abord de vaincre l'armée américaine. Vous avez déjà vu un citoyen américain à la CPI? Vous avez vu un citoyen britannique à la CPI? Combien de citoyens européens sont jugés à la CPI? Pas du tout, parce que les puissances européennes s'estiment tellement fortes militairement que personne n'a le droit de se saisir de leurs citoyens pour les juger. Or, mais quelle est la plus grande puissance militaire maintenant du territoire malien? Est-ce que la plus grande puissance militaire du territoire malien aujourd'hui, c'est la France? La plus grande puissance du territoire malien aujourd'hui, c'est l'armée malienne. C'est l'État malien qui constitue la puissance la plus forte sur le territoire malien. Donc, si l'État malien dit l'or, là, ça reste ici, qui peut dire le contraire? Si l'État malien dit l'or du Mali que vous preniez avant, là, ça reste ici. Le contrat est caduc. Qui peut dire le contraire? Celui qui peut dire le contraire, c'est celui qui peut punir le Mali à l'international. Mais qui peut punir le Mali à l'international? Mais quelqu'un qui peut faire passer une résolution du droit international contre le Mali. Mais qui peut faire passer une résolution du droit international contre le Mali? En tout cas, pas les protecteurs de Barry Gold. Barry Gold, ses protecteurs, c'est qui? C'est potentiellement les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Alors que le Mali a comme grands alliés au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies la Fédération de Russie et la Chine. Donc si quelqu'un s'amuse à tenter de forcer là-bas au Conseil de sécurité des Nations Unies pour punir le Mali, il sera bloqué. Il sera bloqué. Celui qui s'en va s'asseoir, je ne sais pas, à la Cour pénale internationale pour soi-disant punir le Mali s'en fout. Celui qui s'en va dire que, bon, on a dit que le tribunal de commerce du Mali n'applique pas ça, puisque on voit Israël, combien de résolutions il y a eu contre Israël, Israël en a appliqué combien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Israël est protégé au Conseil de sécurité des Nations Unies par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Israël est tranquille, vous pouvez faire passer toutes les résolutions. Au niveau de l'Assemblée générale, vous pouvez faire passer tout ce que vous voulez. Quand ça arrive au niveau du Conseil de sécurité, bloquez tout, bloquez tout, bloquez tout. Veto, veto, veto. Le Mali aussi est assis sur ses alliances internationales. Vous allez lui faire quoi? Rien. Il dit que son or ne sort plus cadeau. C'est tout. Que cela vous plaise ou pas, l'or là reste d'abord au Mali. Et le Mali lui-même sait où on vend l'or. Celui qui ne veut pas de l'or du Mali, qu'il a acheté son or ailleurs. Le Mali va vendre à celui qui veut. Le Mali connaît le commerce international de l'or. Les places internationales, les puissances internationales qui veulent acheter l'or malien, il y en a à gogo. Le Mali peut faire jouer la concurrence. Il n'y a pas que les clients de Barrick Gold qui s'intéressent à l'or malien. D'ailleurs, même les clients de Barrick Gold sont prêts à négocier avec l'État malien pour avoir l'or malien. Barrick Gold, cette entreprise ne possède pas d'or. C'est le Mali qui possède l'or. L'entreprise possède les techniques et les outils, les machines d'exploitation de l'or. Elle ne possède pas l'or. L'or appartient au Mali. Alors, depuis plus de 3 mois, quand ils ont commencé à s'agiter, j'ai écrit. Et vous devez vous souvenir que j'ai écrit ici que cette affaire allait se résoudre d'une manière très simple. Le Mali allait mettre la main sur la production d'or de Barrick Gold. Le Mali allait laisser Barrick Gold exploiter, sortir, transformer, lingots, exploitation, l'or sous forme de poudre, l'or sous forme liquide, l'or sous forme lingot déposé, exploitation, l'or sous forme de poudre, l'or sous forme liquide, l'or sous forme lingot déposé. Quand Barrick Gold va finir d'entasser et qu'ils vont vouloir ramasser pour partir avec comme d'habitude, le président Assimi Goïta va dire déposez ça là par terre. Le président Assimi Goïta va dire problème t'as là. Nyamorode, déposez ça là. Déposer, et c'est ce que j'ai dit ça il y a 3 mois. Je ne sais pas pourquoi les gens s'embrouillent. Oh, Barrick Gold est allé parler au Canada, Barrick Gold est allé parler aux États-Unis, Barrick Gold est allé. J'ai dit, moi je connais mon type. Il est assis avec son bâton à la porte, à l'endroit d'où vous sortez avec l'or. Il vous attend. Quand vous allez venir passer comme ça, il va dire, ah c'est ça. C'est avec ça que vous vous enrichissez dans le dos de mon pays. Bon, posez ça à côté là. Prenez ça, posez là. Prenez ça, posez-la. Écoutez, l'or en question, la question est toute simple. C'est l'or de qui? Mais c'est l'or du peuple malien. Le Mali récupère son or et c'est ce qui doit se passer partout en Afrique. Toutes ces entreprises qui font des bénéfices énormes, des bénéfices irrationnels sur le dos de l'Afrique, eh bien, il faut ramener
au strict minimum leurs bénéfices. Il faut rendre leurs bénéfices raisonnables. Et si elles ne veulent pas, elles partent. C'est tout. Alors, je me réjouis du fait que ça s'achève comme j'avais dit. J'ai dit que le Mali mettrait la main sur les stocks d'or. Et que Barrick Gold pourrait s'agiter. S'agiter, crier, hurler, gigoter, se tortiller. Quand le Mali aura décidé que la récréation est terminée, il met la main sur les stocks d'or. Pourquoi? Parce que cet or appartient au Mali. Et que c'est Barrick Gold qui faisait des profits exagérés. Et vous avez vu comment les Maliens ont testé Barrick Gold? Ils ont utilisé une méthode très simple. Ils ont commencé par exiger l'augmentation de leur part de bénéfices. Ils ont dit, voilà, donnez-nous 500 millions de dollars de plus. Barrick Gold a mis la main à la poche et a donné. C'est là où le Mali a dit, ah bon? Donc, en fait, notre or profite à cette entreprise à ce point-là, au point qu'ils payent 500 millions de dollars sans tousser. Ça veut dire, en fait, qu'eux, ils gagnent des milliards de dollars dans notre dos. Bon, allez nous étudier toute la filière d'or. Mais quand le président Goïta a fait étudier la filière internationale d'or et qu'il a vu les bénéfices que Barrick Gold faisait sur l'or du Mali, il pleura. Il a pleuré. Quand on lui a expliqué tous les détails de la filière d'or, le patriote révolutionnaire panafricaniste Assimi Goïta a coulé une larme. Oui! Parce que si on t'explique les bénéfices que les gens là font sur nos matières premières, tu perds l'appétit. Tu n'as même plus envie de manger. Tellement tu es dégoûté de la lâcheté de nos aînés. Tu es dégoûté de la lâcheté de ceux qui ont dirigé nos pays. Tu es dégoûté de l'indignité de ceux qui ont signé ces contrats. Tu as honte à ce moment-là d'être africain. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment ai-je pu naître dans le même pays que les gens qui ont signé ce contrat-là? Prenez un pays comme le Niger. Les gens se sont levés, ils ont signé un contrat que l'exploitation de l'uranium est à la disposition de la France sur 65 ans. Des êtres humains ont signé ça. Ils ont signé ça. 65 ans. Allez-y, servez-vous. Et on appelle ça contrat. Est-ce que ça mérite le nom de contrat? Une affaire dans laquelle unilatéralement, je me dépossède pour toi. C'est un contrat? Non, c'est une trahison. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser griser par les formes du droit. Il faut toujours s'intéresser au fond. Car dans le droit, il y a certes ce qu'on appelle la légalité. Mais il y a également la question de la légitimité. Un contrat peut être légal, mais ne pas être légitime. Et le formalisme juridique a parfois été l'entourloupe à partir de laquelle les pires escroqueries internationales ont été possibles. Étudiez par exemple au 19e siècle la fameuse histoire des protectorats qu'on a fait signer à des chefs traditionnels africains et qui ont été transformés en colonisation. Étudiez cette histoire, vous n'en reviendrez pas. Vous verrez comment on a utilisé le droit international comme en fait un outil de filouterie. On te fait signer un document qui est écrit dans une langue que tu ne comprends pas, et plus tard on t'explique qu'en fait tu as signé, que désormais tu es soumis à une puissance. Et que c'est trop tard, puisque en droit, quand tu as signé, tu es engagé. Plusieurs chefs traditionnels africains ont engagé leur communauté sous la domination coloniale en signant des documents qu'ils ne comprenaient pas. Et d'ailleurs, on leur faisait signer un document et ensuite on écrivait autre chose dans le document que ce qu'ils croyaient avoir lu. On imitait leur signature sur un faux document et on leur montrait en disant voilà ce que vous avez signé. Si vous étudiez l'histoire des accords et des traités coloniaux, vous vous rendrez compte de la filouterie, de la ruse, vous vous rendrez compte de la perfidie, de la cupidité des impérialistes et des colonialistes. Leur droit n'est rien d'autre, la plupart du temps, que la somme des mensonges légalisés. Donc je voudrais ici saluer le président Assimi Goïta et ses compagnons pour avoir tiré la seule conclusion qui s'imposait, rendre au peuple malien ce qui est à lui. L'or du Mali aux Maliens. Ceci est un élément d'autant plus important que le Mali, le Burkina, le Niger se préparent à créer la monnaie sahélienne. Pour créer une monnaie, il faut constituer une bonne réserve. Eh bien, il faut constituer un bon stock, non pas seulement de devises de change étrangères, mais également, vous le savez, la réserve or est redevenue valable en cette époque de dédollarisation massive de la planète. Saluons donc le grand leader Assimi Goïta pour cette décision
et encourageons-le à aller au bout, car il n'y a pas d'autre chemin pour affirmer la souveraineté économique du peuple malien. Les amis, on dira tout simplement que l'Afrique est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue dans la même lancée afin de pouvoir tirer le maximum de profit sur les matières premières de nos pays, afin de pouvoir permettre une vie meilleure à nos citoyens ou bien à nos populations, que ce soit des zones retirées ou pas. Mais je pense que pour ma part, le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont sur la bonne voie. Parce que c'est de ça que l'Afrique a besoin pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se mettre sur le chemin du développement. On dit toujours pays pauvres, très endettés, mais en réalité, nous ne sommes pas pauvres. C'est juste la façon d'exploiter nos richesses qui nous rend pauvres. Retrouvons-nous dans la prochaine, les amis. On est ensemble. Ciao.